Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la méningite, ça va entraîner une agression cérébrale qui va conduire à la formation de certaines lésions. Donc, ces lésions primaires qui peuvent s'aggraver si le malade n'est pas bien pris en charge. Donc, s'aggraver, donc on peut avoir des lésions qu'on appelle les lésions secondaires d'origine centrale. Donc, ils peuvent s'aggraver par l'installation d'une hypertension intracrânienne, d'une hydrocéphalie, d'un œdème cérébral, de convulsions. Et aussi peuvent s'aggraver d'origine systémique, ce qu'on appelle les lésions, les agressions cérébrales d'origine systémique, dans le cadre de l'instabilité hémodynamique, de l'hypoxémie, de la fièvre, de l'hyperventilation, la détresse respiratoire, etc. Donc l'ensemble de ces lésions, avec les lésions primaires et les lésions secondaires, vont entraîner vont être responsables d'une hypoperfusion cérébrale, donc responsable d'une ischémie cérébrale. Donc, si bien sûr mal géré, il peut évoluer vers la mort cérébrale. Donc, un cerveau infecté, inflammé, donc c'est un cerveau qui a une autorégulation qui est perturbée. Et donc, et quand on parle de l'autorégulation cérébrale, donc le cerveau il est doté d'une capacité de réguler sa vascularisation cérébrale. Donc, et on sait bien que dans les situations d'augmentation de la pression artérielle, les artères cérébrales ils se contractent, ils se rétrécissent pour diminuer un peu l'agression cérébrale. Et dans les hypotensions, donc ils vont se dilater pour améliorer le débit sanguin cérébral. Donc, ces mécanismes-là, ils sont altérés dans la situation d'agression cérébrale, que ce soit l'infection, le traumatisme, etc. Et donc, il en assistera à une augmentation, donc à une vasodilatation, plutôt à une vasodilatation artérielle cérébrale en cas de problème de pression artérielle, donc responsable d'un œdème cérébral vasogénique, et aussi une ischémie cérébrale en cas d'hypotension artérielle. La réactivité aussi au CO2 et à l'oxygène elle est altérée, donc ce qui entraîne des problèmes d'autorégulation cérébrale chez les patients qui sont en hypoventilation, en hyperventilation ou bien en détresse respiratoire, hypoxémique, etc. Il faut savoir aussi qu'il y a une relation entre la pression intracrânienne et le volume intracrânien, donc, puisque la boîte crânienne d'un adulte est inextensible, et donc toute augmentation d'un compartiment, donc on sait bien que la boîte crânienne est constituée de parenchyme cérébral, donc 80% c'est le parenchyme cérébral, et le volume sanguin cérébral et le LCR. Donc l'augmentation d'un compartiment parmi ces trois, il se fait au dépend de l'autre. Donc ce qui veut dire que s'il y a par exemple un œdème cérébral suite à une méningite, donc ça va entraîner une hypoperfusion cérébrale par diminution de la perfusion cérébrale. Et la présence d'une hydrocéphalie peut aggraver aussi la pertension intracrânienne et entraîner une ischémie cérébrale. Et le problème principal, c'est la vascularisation cérébrale qui peut être altérée. Donc, à chaque fois qu'on a une augmentation d'un volume, il y a, le retentissement sur l'autre volume. Donc, principalement, le volume qui est le plus touché, c'est la vascularisation cérébrale, ce qui entraîne une ischémie cérébrale. Donc, si vous voyez ici, donc, dans la courbe de Langfit, vous avez deux parties. Donc, il y a la partie horizontale qui correspond à une partie de compensation. Donc, l'augmentation de volume n'entraîne pas une grande augmentation de la pression intracrânienne, mais à partir d'un jaune qui est ici. Donc, l'augmentation du volume, une petite augmentation du volume va entraîner une augmentation importante de la pression intracrânienne. Et quand on dit augmentation importante de la pression intracrânienne, veut dire HTC sévère avec hypoperfusion cérébrale et risque d'ischémie cérébrale et le décès. Donc les méningites, les méningoencéphalites, ils peuvent se présenter sur le plan clinique sur plusieurs formes. Donc, il y a les formes classiques qu'on appelle le syndrome méningé, donc les formes plus graves, donc il y a les formes fulminantes et le tableau d'encéphalite. Donc la forme classique, tout le monde la connaît. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, donc c'est un tableau qui est souvent incomplet. Donc c'est les céphalées intenses d'installation aiguë au CBU, associées à une raideur de la nuque, une phonophotophobie, une hyperesthésie cutanéenne, HLG, ou une de Brzezinski et de Kernig. Donc le tableau généralement n'est pas aussi évident. Donc, parfois il y a uniquement les céphalées sans photophobie, sans phonophobie. La raideur peut parfois manquer. Mais il faut avoir
une bonne analyse de tableau clinique, parfois des signes comme une petite somnolence, une hyperesthésie, etc., peuvent orienter le diagnostic. L'examen clinique est important aussi pour rechercher surtout cette raideur de la nuque par les deux manœuvres qu'on connaît, Brzezinski et Curie. Donc la forme la plus grave, c'est la forme de purpura fulminans. Donc c'est un purpura qui est d'installation foudroyante, donc fébrile, rapidement expansif et nécrotique. Donc le patient il évolue rapidement en choc septique avec des signes de CIVD. Donc c'est un tableau qui est très très bruyant, donc ça ne nécessite même pas des examens complémentaires pour le reconnaître. Et ça demande, constitue une urgence thérapeutique en démarrant une antibiothérapie immédiate par le céphalosporin de troisième génération. C'est parmi les rares cas d'antibiothérapie démarrée avant la PE. Donc, bien sûr, il faut une réanimation agressive, donc une hospitalisation en réanimation avec une mise en condition, une prise de voie veineuse centrale, prise en charge hémodynamique, un monitorage, l'utilisation de drogues vasoactives, le remplissage vasculaire. Et la ventilation mécanique doit être large, donc il faut commencer l'antibiothérapie devant ce tableau. C'est le méningocoque principalement, rarement le pneumocoque, donc c'est les céphalosporins de troisième génération. Et il faut faire les prélèvements de retentissement, donc les NFS, les hémostases, parce que ces malades sont toujours en CIVD. Les défaillances rénales, rechercher des signes de défaillance rénale et hépatique essentiellement. Il faut faire des hémocultures, des biopsies cutanées pour pouvoir étayer le diagnostic. Pas toujours, généralement dans notre contexte, on ne la fait pas, c'est très, 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 très rare. C'est une indication à isoler le patient, donc, parce que le contexte contagieux est important, donc avec déclaration obligatoire pour démarrer une prophylaxie au sujet des sujets contacts par la rétropécie. Donc le tableau d'encéphalite, c'est une forme qui est très 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 grave. Donc le problème majeur, c'est défini selon le consortium de 2013 comme étant une installation de dysfonction cérébrale donc, qui peut se manifester par une altération de l'état de conscience, altération du comportement, donc des crises ou de personnalité qui dépassent 24 heures, sans cause identifiée. Ça, c'est un critère majeur donc, associé à d'autres critères, notamment la fièvre, l'apparition de crises épileptiques partielles ou généralisées qui ne sont pas inconnues, méconnues auparavant. Donc, j'ai un patient qui n'a jamais eu de crise épileptique, ou bien l'apparition de signes neurologiques focaux récents, avec associé à une cytologie du LCR qui est positive, ou bien des anomalies de l'imagerie cérébrale ou à l'EEG. Donc ça, c'est l'encéphalite, donc c'est une atteinte cérébrale, et quand vous voyez la définition, ce n'est pas une définition qui est spécifique de l'encéphalite, ça peut être de l'encéphalite infectieuse ou auto-immune, ça peut être une cause, toutes les causes qui peuvent en retentir sur la fonction cérébrale peuvent apparaître comme répondre à cette définition. C'est pourquoi il faut toujours éliminer les autres encéphalopathies qui peuvent expliquer le tableau clinique, comme les encéphalopathies toxiques, les encéphalopathies métaboliques, les maladies cérébrovasculaires, les pathologies néoplasiques, etc. Et les maladies auto-immunes systémiques qui peuvent se manifester comme dans un tableau d'encéphalite. Et bien sûr, donc, ça va imposer l'utilisation de la demande d'examen paraclinique, notamment l'imagerie, l'IRM cérébral, la ponction lombaire, donc l'examen direct, la culture, la PCR, la recherche d'anticorps, l'EEG, les prélèvements toxicologiques dans le sang et les urines, les prélèvements infectieux et les prélèvements métaboliques, à savoir l'ionogramme, la fonction rénale, l'hépatique et la chromatographie des acides aminés dans le cadre des maladies, des erreurs innées du métabolisme. Donc l'encéphalite elle est dite confirmée quand on met en évidence un agent pathogène pourvoyeur d'encéphalite aiguë par la PCR dans le LCR ou par les sérologies, ou bien la mise en évidence d'un système, d'un contexte immunitaire potentiellement responsable de manifestations encéphalitiques, et la mise en évidence d'une inflammation du parenchyme cérébral par le biopsie qui est rarement pratiquée dans notre contexte. Donc la ponction lombaire, donc devant ces trois tableaux, donc la première question qui se pose, est-ce que je fais une ponction lombaire? Donc, parce que la ponction lombaire, c'est la clé de diagnostiquer une infection du système nerveux central, et donc et qui doit être réalisée devant toute dysfonction cérébrale, un syndrome encéphalitique ou un syndrome méningé associé à une fièvre. Il doit être réalisé dans l'heure
et comportera une analyse biochimique, cytologique, microbiologique en prélèvement au moins 4 tubes avec un tube qui doit être conservé à moins de 20 degrés Celsius pour la biologie moléculaire, donc notamment la PCR. Donc, qu'est-ce qu'il va nous montrer cette PL? Donc, la PL normale, donc c'est une PL avec une pression normale, donc inférieure à 20 mm, 20 cm H2O, avec un aspect clair, moins de 5 éléments blancs, avec un rapport glucorachie sur la glycémie de 50 à 66%, de 2 tiers, et une protéinorachie inférieure à 0,45 g. Donc, il peut être, donc, pour montrer une méningite bactérienne, donc macroscopiquement, c'est l'aspect d'une hyperpression, donc d'un LCR qui est en hyperpression et qui est généralement trouble, avec une cellularité qui est abondante, qui dépasse les 1000 éléments par millimètre cube, majoritairement des PNN, des nucléaires neutrophiles, avec une hypoglycorachie inférieure à 40% et une protéinorachie qui dépasse 1 gramme. Donc, il dépasse 1 gramme. Dans certains cas, c'est très, très augmenté, notamment dans les méningites à pneumocoque, où on peut atteindre des doses très importantes, de concentrations très élevées de protéines, de protéinorachie. Nous avons vu des cas de plus de 12 grammes, 15 grammes de protéinorachie dans les situations d'infection à méningocoque, plutôt à pneumocoque, et qui peuvent prédisposer à avoir des obstacles sur les voies d'écoulement de SR et entraîner. Donc, je dois souligner aussi la glycémie. Donc, il faut toujours, quand on fait un PL, il faut faire un prélèvement, bien sûr, une glycémie concomitante pour pouvoir calculer ce rapport de glycémie glycorachie sur la glycémie. Donc, il y a aussi les méningites à liquide clair. Donc, les liquides clairs, c'est généralement les infections virales. Donc, donc c'est des liquides qui sont légèrement hypertendus, clairs, donc avec des cellularités qui dépassent 10 et ne dépassent jamais 1000, majoritairement lymphocytaires, avec une normoglycorachie et une protéinorachie qui est assez modérée, inférieure généralement à 1 gramme. Donc, la tuberculose, c'est aussi une autre cause de méningite à liquide clair principalement, donc avec une cellularité qui est importante, prédominance lymphocytaire, associée à une hypoglycorachie et une protéinorachie qui dépasse 1 gramme. Il y a aussi des infections fongiques aussi. Donc, la PL va nous permettre de faire l'étude biochimique et microbiologique, l'examen direct et la culture, donc après 48 heures, et l'examen de référence dans notre contexte actuellement, et qui a révolutionné la prise en charge des méningoencéphalites, c'est la PCR multiplex. Donc, nous avons la chance d'avoir cette technique dans notre hôpital, donc, comme c'est mentionné dans cette photo. Donc, ça, c'est un résultat d'un film arrêt méningitis, encéphalitis, de BioFire, donc réalisé chez un enfant donc, qui était admis chez nous dans un tableau de méningite, et la PCR multiplex, qui est un examen qui est rapide et qui permet de détecter les germes les plus fréquents et guider l'antibiothérapie rapidement. Donc, dans moins d'une heure, nous avons le résultat. Et ici, nous avons un exemple d'une méningite à streptocoque pneumonie, d'un pneumocoque qui est détecté. Il y a d'autres germes qui sont recherchés mais qui n'ont pas été détectés dans ce cas. Donc, il permet de chercher les bactéries, les virus et les fongiques. Donc, les bactéries qu'on peut donner à peu près 14 souches qui est cherchée. Les virus, il y a le CMV, l'entérovirus, l'herpès type 1, 2, le HHV6, le parvovirus et le VZV, le varicelle zona virus. Les bactéries, les Escherichia coli, l'Haemophilus influenza, l'Listeria, le méningocoque, le pneumocoque et le streptocoque agalaxie. Donc, c'est les principaux germes qui sont recherchés dans ce panel et qui permet de nous donner les résultats au moins de 1 heure. Donc, ça permet de guider l'antibiothérapie et le traitement spécifique. Donc, le problème dans ce cas de l'APL, est-ce qu'il faut faire l'APL immédiatement ou bien est-ce qu'on ne peut pas la faire? Donc, est-ce qu'il y a des risques à faire l'APL immédiatement? Donc, est-ce qu'on fait une imagerie avant ou après ou bien on fait directement l'APL?
Donc, il y a des contre-indications. Donc, le risque de faire une PL chez un patient qui a une hypertension intracrânienne, c'est essentiellement l'engagement cérébral. Donc, c'est pourquoi il faut rechercher toute situation qui prédispose à ce problème-là. Donc, toutes les situations qui évoquent un processus expansif intracrânien, c'est-à-dire les lésions focales, un effet de masse, avec un effet de masse, notamment un engagement sous-falcoriel notamment sous-falcoriel ou temporale. Donc là, la présence de signes de localisation, des crises épileptiques partielles, surtout si elles sont persistantes, et la présence de signes d'engagement et l'immunodépression sévère. Donc il y a d'autres contre-indications à la PL d'ordre général, notamment la présence d'une infection aussi de fonction, la stabilité micro-respiratoire, les troubles d'hémostase, la présence d'un traitement anticoagulant et le purpura fulminans avec CIV. Dans ce cas, on ne pourra pas faire la PL, il faut faire, il faut faire une imagerie. Donc l'imagerie qui va nous aider énormément donc, en absence de PL. D'abord pour éliminer une contre-indication à la PL et deuxièmement pour chercher une porte d'entrée comme un foyer ORL, une brèche ostoménagée durmérienne ou bien une complication, donc à savoir l'hydrocéphalie, un infarctus cérébral, l'emphysème cérébral, l'abcès. Et il peut aussi avoir une orientation microbiologique comme donc la présence de signes spécifiques de tuberculose, d'hémophilus influenzae, plutôt d'herpès simplex, de pneumocoque, de listeria. Et l'examen de choix, de référence, ça reste l'IRM cérébral qui est plus spécifique et plus sensible que le TDM. Mais dans les situations où on ne peut pas faire l'IRM, la TDM peut être suffisante, mais doit être avec les soins, injection de produits de contraste. L'IRM, il pourra faire le diagnostic de la myéloncephalité herpétique aussi, éliminer c'est l'examen de référence pour les pathologies immunitaires, notamment l'encéphalomyélite aiguë disséminée. Donc voilà des images. Donc, vous voyez ici une photo d'une IRM cérébrale qui montre une lésion temporale en hypersignal, donc qui évoque une méningoencéphalite herpétique, herpès simplex. Et ici, c'est une IRM cérébromédulaire. Et donc, vous voyez, il y a plusieurs lésions au niveau du tronc cérébral, diffus. Donc, c'est des lésions multifocales, médulaires, aussi, et ici des lésions médulaires, des sus-mésencéphaliques et sous-mésencéphaliques. Donc, c'est des lésions multi-étagées qui orientent vers ce qu'on appelle une ADEM, une encéphalomyélite aiguë disséminée. Donc, pour s'orienter en absence de PL, donc on peut s'aider aussi d'éléments cliniques qui orientent vers certaines pathologies, comme par exemple les adénopathies dans le cytomégalovirus, la rougeole, la rubéole, les éruptions cutanées, les signes respiratoires, la présence d'ataxie cérébelleuse, atteinte des nerfs crâniens qui orientent vers la tuberculose et le listeriogenèse, etc. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on peut ajouter dans l'examen clinique et l'interrogatoire qui permettent d'orienter la recherche étiologique de la méningite, ainsi que le raisonnement qui peut être basé sur les conditions régionales, comme par exemple les situations d'arbovirose qui sont fréquentes en Afrique, en pays d'Afrique. Donc d'autres examens paracliniques peuvent être demandés pour aider à diagnostiquer de façon plus précise la méningite. Donc les examens de laboratoire classique de laboratoire, examen sanguin, comme la LNFS, la procalcitonine et la CRP qui sont censés augmenter, peuvent orienter vers une origine bactérienne. S'ils sont négatifs, ça peut être en faveur d'une origine virale. Il y a aussi les PCR dans d'autres sites, comme le prélèvement nasopharyngé, comme on faisait en période Covid, à la recherche de virus respiratoires comme l'entérovirus, les virus de la grippe, qui peuvent aussi donner des méningites virales. Et aussi les prélèvements autres sites urinaires, les hémocultures, les respiratoires, à la recherche d'infections respiratoires qui peut orienter vers une méningite spécifique, notamment par exemple le cas de notre contexte de tuberculose, donc la présence d'adénopathie cervicale ou bien de lésions pulmonaires caverneuses avec des BK crachat positifs peut avoir une aide importante à diagnostiquer la tuberculose.
Donc, en cas de méningite, le problème, donc, en cas de méningite, suspicion de méningite, la première des choses, c'est de dire est-ce qu'on pourra faire l'APL? Est-ce qu'il y a une contre-indication à l'APL? Si il n'y a pas de problème, donc on fait l'APL, bien sûr, associé avec d'autres prélèvements bactériologiques, les NFS, le bilan le bilan bactériologique, la procalcitonie, la CRP et essentiellement les deux hémocultures. Donc, et l'APL va nous donner deux informations. Donc, une information importante, c'est l'aspect macroscopique de SR. Donc, on va distinguer deux types de méningite. Il y a la méningite à liquide clair et la méningite à liquide trouble. Donc, si c'est trouble, c'est bactérien, donc il faut rapidement, sans attendre le résultat de l'examen direct et de la formule, commencer une antibiothérapie dans l'heure. Euh, donc, on va voir d'abord, on va voir après quelle antibiothérapie on va commencer, associée à la corticothérapie. Donc, bien sûr, cette antibiothérapie va être guidée par l'examen direct. Bien sûr, on a dit qu'il faut utiliser aussi des critères, d'autres critères anamnéstiques, cliniques pour s'orienter. Bien sûr, après l'arrivée des résultats définitifs, notamment les cultures, on pourra adapter, on pourra adapter l'antibiothérapie en fonction de l'antibiogramme et des résultats de la culture. Et bien sûr, si le résultat est, la culture est négative, soit à l'occasion d'un traitement antibiotique précédent ou bien un problème de technique de laboratoire, donc on pourra euh, utiliser la PCR qui va nous orienter de façon plus précise. Euh, Est-ce que vous m'entendez? Donc, est-ce que c'est bien? Est-ce que jusque-là, c'est clair? Grace? Ok, je continue. Merci. Donc, dans les situations où le SR est clair, donc la méningite à liquide clair, donc dans ce cas, il faut attendre la formule. Donc, si la prédominance PNN, c'est c'est bactérien, donc la prédominance PNN reflète une infection bactérienne, notamment si elle est associée à une hypoglycémie, une protéine élevée. Donc, on va suivre la voie du traitement antibiotique adapté et la corticothérapie. Si c'est lymphocytaire, prédominance lymphocytaire, c'est notamment viral. Et dans ce cas, en absence d'une méningoencéphalite, donc on peut même arrêter les traitements, s'abstenir du traitement parce que c'est un traitement qui est essentiellement symptomatique. La présence d'une méningoencéphalite associée impose l'utilisation d'aciclovir pour traiter une méningoencéphalite herpétique ou une varicelle. Donc, la formule panachée, c'est une formule à cheval, donc avec association de PNN et de lymphocytes, donc qui peut se voir dans certaines infections virales ou certaines infections bactériennes, notamment le listeria. Et dans ce cas, il y a certains éléments qui peuvent aider, notamment la procalcitoine qui est positive dans les formes bactériennes, l'hyperlactatémie dans le LCR et l'hypoglycorachie qui peut orienter vers une origine bactérienne. Donc, l'absence de protéinorachie, de glycorachie et de la progression négative orientera vers une méningite virale. Donc, en présence d'une contre-indication, comme contre-indication à faire une PL, dans ce cas, il faut se contenter de couture et commencer d'emblée une antibiothérapie qui va viser les germes, les bactéries, les germes purulents, les bactéries. Donc, cette antibiothérapie associée à la corticothérapie. Bien sûr, s'il y a suspicion d'un engagement, donc il faut faire une imagerie cérébrale. Je parle de lésions cérébrales. Donc, c'est d'autres contre-indications comme les troubles d'hémostase et tout ça. Donc, on peut faire la PL si le problème est corrigé. Donc la PL doit être, à chaque fois que c'est possible, doit être réalisée, le plus tôt possible, même si l'antibiothérapie est déjà commencée. Et s'il n'y a plus de contre-indication à faire la PL, on fait la PL. S'il y a toujours la contre-indication, on va continuer la, le traitement antibiotique en attendant l'amélioration clinique pour pouvoir faire une PL ou bien utiliser les autres prélèvements pour guider le choix d'antibiotiques et ainsi que l'imagerie. Donc en présence d'une encéphalite, donc les antibiotiques qu'on va utiliser d'abord
Donc pour les antibiotiques, pour les méningocoques et le pneumocoque, c'est essentiellement les céphalosporins de troisième génération, à dose importante, notamment pour les céfotaxime, dose de charge, 50 mg par kilo, puis suivi d'une perfusion continue, ou bien toutes les 4 heures. La ceftriaxone, dose méningée, donc on appelle la dose méningée, donc en une à deux perfusions. Donc en cas de suspicion de listeria, c'est l'amoxicilline plus la gentamicine. Et dans les situations d'encéphalite, d'encéphalite virale, c'est euh, la cyclovir et les antituberculeux pour la tuberculose, l'isoniazide, le rifampicine, le tombitol, le pyrazinamide, associés à la corticothérapie. Donc la corticothérapie, elle est importante. Donc il a montré un effet sur de réduire la mortalité, aussi de réduire les conséquences, les séquelles neurologiques liées à l'infection méningée. Donc, notamment en situation d'infection à de pneumocoque à méningocoque et l'hémophilus influenza. Donc, l'injection doit être réalisée de dexaméthasone concomitante à la première injection d'antibiotiques. Et s'il y a un peu de retard, donc on peut aller accepter jusqu'à 12 heures de retard. Et après, c'est pas la peine de mettre en psychothérapie. Donc, en présence d'un examen direct évoquant le pneumocoque, quel que soit l'âge, donc pour le méningocoque chez l'adulte, et pour le nourrisson, l'hémophilus influenza. En cas d'examen direct négatif avec un aspect trouble, donc il faut toujours mettre la corticothérapie. Et lorsqu'on a une contre-indication à la peste. La corticothérapie doit être associée à l'antibiothérapie à chaque fois qu'on a une suspicion de méningite bactérienne. Donc la dose, chez l'adulte, c'est 10 mg par 6 heures. Donc répétez toutes les 6 heures pendant 4 jours. Et chez l'enfant, c'est 0,15 mg par kilo, sans dépasser 10 mg bien sûr. Donc la dexaméthasone ne peut pas être utilisée en cas de listériose et chez l'immunodéprimé. Donc en présence le problème principal, c'est les méningoencéphalite, donc la présence des non-céphalites. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, le tableau clinique il est variable, il peut être intriqué, ça peut être une atteinte virale, ça peut être une atteinte bactérienne, comme ça peut être une atteinte immunitaire ou en rapport avec d'autres pathologies. Donc la prise en charge doit être dans ce cadre de recherche étiologique et aussi de recherche bien sûr en gardant en tête qu'il faut démarrer un traitement le plus tôt en urgence le plus tôt possible. Donc ce traitement en urgence, il doit viser l'herpès, le virus de l'herpès, qui est une infection qui est très grave, qui a des complications qui sont très très graves s'il n'est pas traité rapidement. Donc ça comporte un traitement par la cyclovir à dose anti-HSV. Donc c'est 10 mg par kilo toutes les 8 heures en injection veineuse lente, associée à l'amoxicilline pour viser le listeria. Donc bien sûr, si le patient présente quelques signes de varicelle, donc on peut augmenter la dose pour atteindre la dose anti-VZV qui est de 15 mg par kilo par 8 heures. Et bien sûr, il faut avoir rapidement la PCR. La PCR dans les 48 heures. Donc la PCR dans les 48 heures va nous donner une certitude diagnostique, que ce soit herpès ou varicelle ou autre virus. Donc bien sûr, le traitement antituberculeux, donc dans ce cas de méningoencéphalite, il peut être discuté selon le contexte. Donc on connaît, nous sommes un contexte de tuberculose au Maroc, donc il y a une recrudescence, il y a une incidence importante de la tuberculose, donc le contexte il est là. On peut discuter de démarrer un traitement antibacillaire, sachant que aussi nous avons la chance d'avoir la possibilité d'utiliser la PCR de BK dans le SCR, ce qu'on appelle le gène expert, qui permet de détecter aussi le plus tôt possible donc la présence ou non de BK dans le SCR. Il peut nous aider à démarrer un traitement antibacillaire rapidement. Donc après la PCR, la PCR peut être positive. Et dans ce cas, positif par exemple à l'herpès, au virus de l'herpès, et dans ce cas, ce n'est plus la peine de continuer l'amoxicilline. Et donc on continue le traitement par la cyclovir à dose HSV, donc de 10 mg par kilo par 8 heures intraveineux pendant 14 jours, sinon jusqu'à 21 jours si le patient est déprimé. En cas de PCR positif au virus varicelle zona,
Donc, on arrête l'amoxicilline et on augmente la dose de l'acyclovir à 15 mg par kilo par 8 heures pendant 14 jours. Si la culture ou la PCR est positive à l'hystéria, donc on va arrêter l'acyclovir, on va continuer l'amoxicilline et on ajoute la gentamicine. Et si la PCR est positive à l'entérovirus, on va arrêter tous les médicaments parce que l'entérovirus est un traitement principalement symptomatique. Au cas où la PCR, après, dans les 48 heures, est négative, on va poursuivre la cyclovir jusqu'à réévaluation du diagnostic par une deuxième PCR après 4 jours, vu que la PCR au début d'une infection neuroméningée à peste peut être négative. Et dans ce cas, il faut arrêter l'amoxicilline parce que ce n'est pas la peine de continuer, ce n'est plus une hystériose. Sauf s'il y a une prise d'antibiotiques avant qui pouvait euh, décapiter la méningite. À part ça, donc à part le traitement antiviral et antibiotique, donc on pourra suspecter d'autres causes de méningoencéphalite selon la table clinique, donc ce qu'on appelle les méningoencéphalites dysimmunitaires. Et donc c'est le cas de l'ADEM, donc l'encéphalomyélite disséminée, donc qui pourrait être facilement plutôt évoqué, notamment en l'absence de positivité des examens microbiologiques et aussi à l'aide de l'imagerie, notamment l'IRM cérébrale. Et aussi, il y a la méningoencéphalite ou l'encéphalite euh, par présence d'anticorps anti-NMDA récepteurs. Donc, dans ce cas, la recherche d'anticorps dans le SR s'avère nécessaire pour étayer le diagnostic. Et le traitement, c'est sur l'immunothérapie, donc se basant sur la corticothérapie, les immunoglobulines ou bien les échanges plasmatiques. Donc, à côté de ça, donc le méningoencéphalite, c'est un problème principalement de réanimation, et parce que les patients, ils sont généralement comportent des lésions neurologiques cérébrales qui peuvent, s'ils se sont maltraités, évoluer vers des conséquences graves, comme le décès et les séquelles neurologiques, et le traitement il doit être instauré de façon rapide et efficace. Donc, ce traitement c'est ce qu'on appelle la neuroréanimation. Donc, la neuroréanimation comporte des objectifs pour maintenir une bonne perfusion cérébrale avec une pression artérielle moyenne de 70 à 80 mm de mercure, une bonne saturation artérielle en oxygène, une pression artérielle en oxygène qui est acceptable, une normocapnie, vu qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a une réactivité au CO2 qui est altérée et qui peut entraîner l'hypoxie cérébrale ou la vasoconstriction cérébrale, l'ischémie cérébrale. La température doit être en normothermie avec une glycémie normal, donc pour ne pas entraîner des problèmes d'osmolarité cérébrale ainsi que la natrémie. Et pour faire ça, donc il faut l'admission en réanimation avec un monitorage de la pression intracrânienne. Donc le monitorage de la pression intracrânienne, il y a deux techniques de monitorage. Le monitorage invasif par l'utilisation de capteurs de pression intracrânienne qui vont permettre de mesurer directement la pression intracrânienne. Donc le monitorage invasif, il y a deux types de capteurs. Les capteurs de pression intraventriculaire, donc ils sont utilisés dans le cadre de drainage d'une hydrocéphalie. Donc ça serait intéressant en cas de complications par une hydrocéphalie chez un patient qui est en méningite ou méningoencéphalite, d'utiliser un capteur de pression pour mesurer la pression intracrânienne à l'aide de capteurs de pression intracrânienne, à l'aide de drain de DVE. Et aussi, il y a le deuxième type de capteur qui est un capteur de pression intraparenchymateux, donc qui est inséré par trépanation au niveau du parenchyme cérébral. L'avantage du premier, c'est qu'il permet, en cas de poussée d'hypertension intracrânienne, de soustraire un peu de SCR et de traiter un peu l'hypertension intracrânienne. Par contre, le risque le plus important, c'est le risque de méningite. Donc, dans notre contexte, les capteurs les plus utilisés, c'est le capteur de pression intracrânienne intraventriculaire dans le cadre d'un drainage d'une hydrocéphalie compliquant une méningoencéphalie. Donc, ce monitorage de la pression intracrânienne il va nous permettre de mesurer directement la pression intracrânienne, de maintenir un objectif de pic inférieur à 20 mm de mercure et bien sûr d'avoir aussi un objectif de pression de perfusion cérébrale qui permettra de nous donner de renseignements sur la vascularisation cérébrale
qui est le plus important élément à garder en neuroréanimation. Dans notre contexte aussi, dans les situations où on n'utilise pas les capteurs de pression intracrânienne pour monitorage de la pression intracrânienne, donc on peut utiliser un autre moyen qui est non invasif, qui est le Doppler transcrânien. Le Doppler transcrânien, comme on le connaît, c'est un Doppler qui va permettre de mesurer la vitesse des globules rouges dans un segment artériel. Donc, vous allez voir ici, il y a la sonde Doppler transcrânien qui va faire un tir de Doppler sur l'artère sylvienne. Et donc, à partir de ce segment de l'artère, on pourra mesurer la vitesse de déplacement du globule rouge à ce niveau-là. Et ce déplacement il dépend de deux choses, la pression artérielle moyenne, la pression artérielle du malade et la pression intracrânienne. Si la pression intracrânienne est élevée, donc la différence de pression, la différence de pression elle est basse, ce qui donne une vitesse qui sont bas, notamment la vitesse diastolique qui est basse. Et donc, il nous permettra de calculer de façon indirecte ce qu'on appelle l'indice de pulsatilité. Et donc, c'est un élément qui va randomiser, qui va plutôt normaliser la mesure des vitesses, parce que la mesure des vitesses dépend de l'opérateur. Et donc, l'indice de pulsatilité, quand il est supérieur à 1,4, ça veut dire qu'il y a un problème de résistance à l'entrée de sang dans la boîte crânienne qui correspond à une hypertension intracrânienne. Et donc, ça va nous donner indirectement l'idée sur la pression intracrânienne. Et donc ces éléments-là, ils vont nous aider à surveiller les malades en réanimation. Et donc, bien sûr, et à guider le traitement de l'hypertension intracrânienne. Donc, il y a plusieurs traitements qu'on peut utiliser. Il y a l'osmothérapie, en utilisant le mannitol, essentiellement le sérum salé hypertonique, la corticothérapie, le méthylprénisolone par bolus, l'intubation, la sédation, la neurosédation par le midazolam, le propofol et le thiopental, le traitement des crises épileptiques, la ventilation mécanique donc chez les patients sédatés pour assurer une bonne oxygénation, une bonne gestion de la capnée. Donc la normocapnie, donc l'hypothermie thérapeutique dans certaines situations et dans certaines situations graves, notamment en présence d'une hydrocéphalie, on pourrait faire une dérivation de SR pour réduire, pour drainer le SR et réduire la pression intracrânienne. Et dans de rares situations, on peut être amené à faire ce qu'on appelle le volet décompressif. Donc on va parler maintenant de différentes méningoencéphalites qu'on connaît. Donc il y a les méningoencéphalites infectieuses. Donc là, ils sont dominés par les méningites bactériennes, donc, qui sont caractérisées par une mortalité qui est assez importante, donc notamment pour le pneumocoque. Donc on peut avoir jusqu'à 17% de décès à cause du pneumocoque, 10% de méningocoque et de listeria. Donc il est caractérisé par des complications qui peuvent être fréquentes, notamment les abcès, les empièmes, l'infarctus cérébral, la vascularité infectieuse, par vascularité infectieuse, thrombose veineuse cérébrale et l'atteinte des nerfs crâniens, notamment la surdité et la cécité. Donc le traitement, c'est les céphalophosphorin troisième génération associés à l'amoxicilline et la dexaméthasone, donc la suspicion du listeria, et avec une durée qui est variable de 7 à 21 jours en fonction de la bactérie. Donc le méningocoque et le pneumocoque, c'est 7 jours, le listeria, c'est 21 jours. Donc bien sûr, l'antibiothérapie doit être guidée par les prélèvements inflammatoires, la CRP, la procalcitronine et l'évolution clinique. Donc le méningocoque, c'est une déclaration obligatoire imposant un isolement, une prophylaxie par la rifampicine et aussi par la vaccination. Et aussi le pneumocoque, donc la vaccination demeure importante pour réduire un peu l'incidence. Actuellement, dans notre contexte, avec la recrudescence du pneumocoque, avec la vaccination anti-pneumococcique, la vaccination méningocoque, on n'a pas dans le programme national, mais la vaccination pneumocoque est disponible. Donc, les cas de méningite à pneumocoque, malgré la vaccination, ils suivent un protocole de surveillance et de veille sanitaire étroit pour chercher les problèmes dans la vaccination ou bien la présence de mutations qui peuvent être responsables d'échecs de vaccination. Donc, la méningoencéphalite herpétique, donc c'est une méningoencéphalite qui est due au virus herpès simplex virus type 1, donc qui est
infection virale qui survient à la suite d'une infection initiale qui peut être latente. Donc, les virus, il va se répliquer, se loger dans le ganglion de Gasser et dans le cadre d'une réactivation locale par une dépression locale, donc le virus peut s'activer et monter par voie ascendante la, vers le système nerveux central et entraîner une méningoencéphalite. Donc, cette méningoencéphalite, donc le diagnostic, c'est une méningoencéphalite, donc un tableau de dysfonction cérébrale avec des crises épileptiques, notamment les épilepsies épileptiques parfois qui peuvent être réfractaires. Donc le SCR, donc c'est une méningite liquide claire donc avec une protéinorachie, une glucorachie normale, donc une liquide lymphocytaire, et l'herpès il est positif par PCR au niveau du SCR. Donc l'imagerie elle est spécifique, donc elle montre une lésion temporale, frontotemporale insulaire asymétrique, et le G peut avoir présenté des pointes ondes périodiques au niveau de frontotemporal. Donc le pronostic sans traitement, c'est une mortalité qui est très importante. Avec un traitement, la mortalité peut atteindre 8 à 12% avec des séquelles neurologiques qui peuvent être importantes. Donc le traitement, c'est la cyclovir 10 mg par kilo par 8 heures, ajusté en fonction de la fonction rénale, et d'une durée de 14 à 21 jours. Donc la révélation de la PCR par de LCR n'est pas indispensable, sauf dans le cas du doute diagnostic, et la corticothérapie n'a pas d'intérêt dans ce contexte. Donc, voilà des images de méningoencéphalite herpétique. Donc il y a des lésions ici qui sont temporales, bilatérales mais asymétriques. On entend bien, il y a des lésions qui sont plus étendues ici qu'ici. Donc l'encéphalite avariceuse zona, donc c'est une encéphalite qui survient sur le sujet âgé et immunodéprimé. Donc une atteinte vasculaire qui est importante avec des infarctus multiples et très très grave, avec des lésions ischémiques et hémorragiques qui sont importantes, qui réalisent carrément une nécrose cérébrale. Donc le pronostic est très très mauvais et impose l'utilisation de la cyclovir de 15 mg par kilo par 8 heures pendant 14 jours. Parfois, la corticothérapie peut être nécessaire dans les situations très très graves. Donc l'hystéria, donc généralement, ça peut donner les deux tableaux. Donc, un tableau de méningite isolée, comme il peut donner un tableau de méningoencéphalite, dans 84% des cas. Et la particularité, c'est que ça peut atteindre le rhomboencéphale, donc le tronc cérébral, réalisant ce qu'on appelle un tableau de rhomboencéphalite avec des lésions des nerfs crâniens et parfois des troubles de conscience parce que par atteinte de la substance articulée activatrice ascendante. Donc le traitement de référence, c'est l'amoxicilline, vu que l'hystéria il est naturellement résistant, c'est pour une troisième génération, et donc avec adjonction de gentamicine, 5 mg par kilo par 8 heures, par jour pendant 3 à 5 jours. En cas d'allergie à l'amoxicilline, on peut utiliser le Bactrim, le trimethoprim, sulfaméthoxazole à forte dose. Donc la durée de traitement, c'est 21 jours. Donc la tuberculose, c'est un problème de santé publique de notre pays. Donc le diagnostic il repose sur un faisceau d'arguments comportant la notion de comptage tuberculeux, les conditions socio-économiques, les signes cliniques comme le syndrome d'imprégnation, les signes d'imprégnation tuberculose comme les sueurs, l'altération générale, l'amaigrissement, et l'apparition de signes extra-neurologiques, notamment pulmonaires, ganglionnaires, hépatospléniques. Et la particularité de la méningoencéphalite tuberculeuse, c'est qu'elle atteint la région basilaire, donc avec une fréquence d'atteinte des nerfs crâniens, et l'atteinte des signes médulaires, comme ce qu'on appelle la myélite transversale ou longitudinale. Donc ici associé aussi donc, des signes on ne va pas dire paranéplasique, mais des syndromes inappropriés de sécrétion d'ADH responsables d'une hyponatrémie par dilution. Donc, il peut aggraver le pronostic, il peut aggraver l'état neurologique et qui peut être aussi une cause d'aggravation des lésions neurologiques cérébrales. Donc, l'IRM, il va montrer des lésions qui peuvent être spécifiques, notamment le tuberculome ou l'hydrocéphalie qui est très, très évocatrice de tuberculose. Donc l'APL va montrer un LCR lymphocytaire avec une hypoglycorachie, une protéinorachie qui dépasse 1 gramme. La recherche de barre est rarement positive. Et dans notre contexte, heureusement pour nous, donc le gène expert peut être d'une grande aide. Donc le traitement, c'est un traitement par les traitements antituberculeux qui sont dans notre contexte, ils sont réservés à la tuberculose. C'est des médicaments uniquement utilisés
dans la tuberculose, les zoniazides, la rifampicine, le thambutol, les pyrésinamides. Ces antibiotiques-là, ils sont réservés strictement dans la tuberculose. Ils sont utilisés dans le cadre du programme de lutte contre la tuberculose et qui sont dispensés au niveau des centres de santé gratuitement aux patients qui sont positifs à la tuberculose. Donc, il faut associer la corticothérapie par la dexaméthasone pendant plusieurs semaines pour réduire la réaction inflammatoire et réduire les conséquences cérébrales de la tuberculose. Donc, la chirurgie, il est large dans le contexte de tuberculose, notamment pour dériver une hydrocéphalie. On peut faire ce qu'on appelle un cathéter de DVE initialement. Donc, une fois si la hydrocéphalie persiste après la fin de traitement, donc le cathéter peut être internalisé en dérivation ventriculo-péritonéale chronique. Voilà des images de tuberculose neuroméningée. Donc, on peut avoir donc, les hydrocéphalies ici. Ici, il y a l'atteinte basilaire qui paraît visible ici par un aspect spontanément hyperdense ou une prise de contraste intense au niveau de la région basilaire. Ici, il y a des lésions de tuberculome. Ici, vous voyez ici avec une réaction inflammatoire locale. Ici, il y a un abcès avec un effet de masse important et une hydrocéphalie de compression de l'autre côté. Donc, vous aurez ici un effet de masse avec un engagement sous-falcoriel. Ça, c'est une urgence chirurgicale. Il y a ici, les tuberculomes qui sont visibles ici, des petites lésions arrondies, des nodules, des petits nodules, micronodules qui sont éparses et dispersés tout au long de la région mésencéphalique, mésencéphalique et cérébrale. Donc, le dernier chapitre, ce serait les méningoencéphalites immunes. Donc, c'est une pathologie qui est assez fréquente. Nous, en réanimation pédiatrique, ça nous pose énormément de problèmes. Donc, surtout diagnostic différentiel des méningoencéphalites herpétiques. Donc, ça constitue 22% des causes des méningoencéphalites, donc d'origine non infectieuse. Et les diagnostics les plus fréquents, c'est l'encéphalomyélite aiguë disséminée et les anticorps antirécepteurs NMDA. Il y a aussi ce qu'on appelle l'encéphalite de Bickerstaff et les autres encéphalites auto-immunes. Donc, pour diagnostiquer une encéphalite dissimune, c'est plutôt c'est un faisceau d'arguments. Donc, c'est le caractère CBU avec des troubles mnésiques, des troubles mentaux, l'apparition de nouvelles lésions, des crises épileptiques non expliquées, une petite inflammation SCR et essentiellement l'IRM cérébral qui peut donner une orientation sémiologique, radiologique précise vers les différents types de syndromes. Et bien sûr, il faut éliminer les autres causes, notamment l'herpès. La sémiologie IRM elle est importante, donc il y a plusieurs, ce qu'on appelle les encéphalites limbiques par atteinte du système limbique. Il y a l'ADEME, donc l'encéphalomyélite disséminée. On peut avoir d'autres lésions, donc le syndrome du sac, le chevauchement, le syndrome des gliome, etc. Donc l'encéphalomyélite aiguë disséminée, donc c'est une encéphalite post-infectieuse, donc soit post-infectieuse ou post-vaccinale. Donc elle est assez fréquente et ça me pose énormément de problèmes de diagnostic avec les encéphalites herpétiques. Donc c'est des patients qui viennent dans un tableau d'état de mal épileptique, réfractaire, patients non connus épileptiques, fébriles éventuellement, avec antécédents d'infection récente ou vaccination. Bien sûr, ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est d'éliminer une infection virale du système nerveux central et bien sûr par la PL et la PCR. Parfois, le problème qui se passe, c'est que au début, le patient est bien, il a un état de mal épileptique, et on fait la PL, elle est négative, on le met sous acyclovir d'emblée avec les antibiotiques pour traiter éventuellement une méningoencéphalite herpétique latente, pas encore biologique, avec un PCR négatif. On refait la PL après 3-4 jours pour confirmer est-ce qu'il n'y a pas de méningoencéphalite.
Et ce n'est qu'à l'IRM qu'on pourra euh, redresser le diagnostic. Et bien sûr, le traitement dans ce cas, ça va être le traitement immunosuppresseur avec les bolus de corticothérapie forte dose, 1 gramme par jour pendant 5 jours, d'un traitement par voie orale dose normale, ou bien les immunoglobulines ou l'électrophorèse, ou plutôt les échanges plasmatiques. Donc, les principaux agents infectieux associés à l'ADEME, donc il y a toutes les infections virales peuvent donner la- l'ADEME. Donc, il y a la rougeole, les ourillons, les rubéoles, Coxsackie. Imaginez dans un contexte de grippe, donc c'est de grippe saisonnière, donc il y a une recrudescence importante des malades qui viennent dans un tableau de méningoencéphalite en rapport avec une ADEME. Il y a la vaccination, donc aussi, la vaccination, la rougeole, les ourillons, les rubéoles, les hépatites, etc., donc, qui peuvent donner une ADEME. Donc, c'est une maladie inflammatoire du système nerveux qui est multifocale et qui rappelle la sclérose en plaques. Donc, il y a d'autres pour le diagnostic d'une encéphalite anti-NMDR. Donc, c'est un diagnostic qui se fait sur un faisceau d'arguments. C'est une femme jeune qui a un tératome, notamment ovarien, donc qui présente des troubles neurologiques, un tableau d'encéphalite avec un trouble de comportement, trouble cognitif musique, des crises épileptiques, trouble de la parole, une dysautonomie, etc. Avec à l'APL, il y a le pléocytose avec une petite réaction inflammatoire. Et bien sûr, il faut toujours, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, il faut toujours éliminer une méningoencéphalite infectieuse. Le diagnostic il est confirmé par la présence d'anticorps anti-glutamate N1 au niveau de l'ICR. Le traitement, ça reste un traitement symptomatique et bien sûr un traitement immunologique à base de corticothérapie forte dose et des immunosuppresseurs. L'évolution peut être lente avec des séquelles nulles, voire ou fréquentes. La dernière encéphalite dont on va parler, c'est l'encéphalite du Bickerstaff. Donc, c'est une encéphalite, c'est un syndrome de chevauchement qui est chaud, c'est un chevauchement. Donc, c'est une encéphalite qui est due à la présence d'auto-anticorps dirigés contre la, la, la myéline centrale, donc la myéline au niveau des nerfs crâniens, et la myéline du système nerveux central, les oligodendrocytes. Donc, c'est un chevauchement entre le syndrome de Guillain-Barré, qui est une démyélinisation des nerfs périphériques, le syndrome de Miller-Fischer, qui est une démyélinisation des nerfs crâniens, et les anticorps qui sont responsables, c'est les anticorps anti-GQ1, du Q1B et GT1A. Donc, il est responsable d'une atteinte rhomboencéphalique, atteinte des nerfs crâniens, atteinte du nerf facial, des nerfs oculomoteurs et troubles de conscience et avec abolition des réflexes. C'est un syndrome neurogène périphérique, comme un Guillain-Barré, compliqué de troubles de conscience, de troubles d'épiplégie faciale. Et vous imaginez, je vais vous raconter l'histoire d'une patiente qu'on avait admise dans notre contexte qui avait un syndrome de Kersta. Donc, dans le prochain, c'est une fille de 4 ans, donc elle n'avait pas d'antécédents, qui était admise dans un hôpital périphérique euh, dans un tableau de paralysie ascendante, hein, paralysie des membres inférieurs, puis ascension vers les membres supérieurs et le thorax, avec une détresse respiratoire. Elle a installé la détresse respiratoire. Rapidement, aux urgences de l'hôpital périphérique, il a été intubé, mise en condition, puis transféré dans notre CHU. Donc la patiente, à son admission, elle était dépendante de respirateur, il n'avait aucun mouvement respiratoire. Donc une fois débranché, il fait la bradycardie. Donc il était totalement dépendant de respirateur. Il a une paralysie des 4 membres et une midrèse bilatérale, une diplégie faciale. En la voyant, donc on croyait qu'il était en mort cérébrale. Donc la TDM cérébrale il était heureusement normale. Et pour confirmer est-ce qu'il est réveillé ou non, donc le- on avait proposé de faire un EG, donc il a montré un EG complètement normal. Donc ce qui veut dire, voulait dire que l'enfant elle était consciente, elle sentait tout, mais elle était paralysée, complètement paralysée. Donc on avait admis en réanimation, donc elle a montré une petite inflammation avec une dissociation immunocytologique. On a fait le dosage des anticorps anti-GQ1B qui était positif.
Les immunoglobulines, donc elle a reçu 2 cures d'immunoglobulines avec une amélioration très très lente, puis des échanges plasmatiques, trachéotomisés après. Donc l'évolution était favorable après 4 mois. Donc c'était une sœur jumelle, il y avait une sœur jumelle, donc durant l'hospitalisation, il a fait une petite dépression, donc on était euh, dépression, donc avec une stagnation de l'évolution. On avait proposé de fêter son anniversaire. Donc c'est ça, c'est son anniversaire avec sa petite sœur, donc, sa sœur jumelle qu'on avait ramenée aussi au service. Et depuis alors, donc l'évolution était spectaculaire et la patiente est sortie après. Donc le tableau neurologique donc, associe la présence d'anticorps antigangliosides. Donc il y a plusieurs types d'anticorps. Donc en fonction du syndrome, on peut avoir un différent type d'anticorps. Et le traitement, comme on l'a mentionné, c'est les, euh, les échanges plasmatiques et la corticothérapie forte, voire les immunoglobulines intraveineuses. Donc, il y a d'autres encéphalite auto-immunes, donc on ne va pas entrer dans les détails, donc il y a plusieurs types de prise en charge. C'est la même chose, bien sûr, avec élimination des infections, des encéphalites infectieuses et la recherche d'anticorps spécifiques, et bien sûr le tableau clinique et les lésions associées qui peuvent orienter le diagnostic vers un tel ou un tel syndrome. Donc pour en résumé, à la fin, donc les méningoencéphalites, ça reste une urgence diagnostique et thérapeutique. Donc la ponction lombaire, elle est cruciale. Donc il faut euh, essayer de la faire, bien sûr, en dehors des contre-indications. Et donc il faut adopter un raisonnement clinique, épidémiologique et microbiologique. Donc la PCR multiplex dans l'approche syndromique, elle permet de gagner du temps, de gagner de précision et d'aider le traitement et le suivi aussi. Donc, bien sûr, c'est des malades, ce n'est pas uniquement l'infection qu'il faut traiter. L'infection, c'est la première des choses à faire, mais la neuroréanimation reste capitale pour gérer toutes les complications et toutes les lésions cérébrales et éviter l'évolution vers l'ischémie cérébrale qui conditionne le décès. Et le pronostic, ça reste encore grave, avec une douleur de mortalité et des séquelles chroniques irréversibles parfois, avec des handicaps majeurs pour le patient et sa famille. Et je vous remercie. Merci, professeur, pour cette excellente présentation, à la fois riche et très pédagogique. Nous allons à présent passer à la phase des questions-réponses. Voici comment nous allons procéder. Je vous donnerai la parole après votre levée de main et merci de bien vouloir vous présenter brièvement avant de poser votre question ou votre préoccupation. Et enfin, je vous prierai de baisser votre main à la fin de votre intervention. Merci. Est-ce que c'était clair? Ok, nous allons prendre. Ok, docteur Donatien Akpenormi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, pouvez-vous prendre la parole et nous dire d'où nous suivons? Monsieur Akpenormi, pouvez-vous prendre la parole et nous dire si c'était clair, s'il vous plaît? Ok, docteur Sylvain, bonjour, vous avez la parole. Oui, bonjour madame. Bonjour au professeur. Et nous disons sincèrement merci au professeur pour la brillante présentation. Je suis docteur Sylvain Mounekaï à partir de Kinshasa, République démocratique du Congo.
Euh, j'ai deux petites questions. La première, D'accord, professeur. je demande, oui, je demanderai au professeur de quand est-ce qu'on peut administrer un antiviral comme acyclovir? Parce que dans sa présentation, il nous a dit certaines méningoencéphalites peuvent avoir comme cause virale. Alors, quand est-ce qu'on peut administrer un antiviral comme acyclovir chez un patient présentant une méningoencéphalite? Et puis, deuxièmement, je demanderai au professeur de me faire un petit diagnostic différentiel entre méningoencéphalite, l'encéphalite et puis une méningite. Voilà, merci beaucoup. Merci, 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 docteur Sylvain. merci Sylvain. Ok, pour ça, je pense que nous pouvons répondre à docteur Sylvain si c'est possible. Oui, bien sûr. Donc, il a demandé au début de- des idées par rapport à quand est-ce qu'il faut démarrer la cyclovir. Donc, on va prendre un scénario d'un patient qui vient aux urgences, un patient qui vient dans un tableau de méningoencéphalite. Donc, c'est un patient qui vient en dysfonction cérébrale, soit il fait des crises épileptiques, soit il fait une agitation, soit Professeur, nous ne vous entendons pas très bien. ou autre, soit une autre pathologie neurologique associée à une infection intercurrente, comme par exemple une inhalation pulmonaire parce qu'il a fait l'état de mal épileptique, ou bien il a fait une infection urinaire qui a décompensé une épilepsie méconnue, etc. Dans ce cas, la démarche diagnostique, ça va être la suivante. La première des choses, euh, bien sûr, il faut une réanimation initiale avec mise en condition, stabilisation du patient, oxygénothérapie, euh, perfusion, etc. Il faut, dans ce cas, dans ces cas, il faut faire une imagerie obligatoirement parce qu'on on peut pas se contenter directement aller faire la PL et puis après l'imagerie, on va faire la PL. Et il faut démarrer dans ce cas obligatoirement un traitement antibiotique à base d'aciclovir, peut être associé à un traitement antibiotique, bien sûr en fonction de l'aspect macroscopique de SCR, peut être ajouté un sphosphoryde troisième génération avec une amoxicilline. Donc après, bien sûr, quand on aura les résultats, et si bien sûr c'est disponible la PCR, donc ça, on pourra répondre dans l'heure est-ce quel germe on a dans le SCR, on pourra dans ce cas euh, poursuivre soit le traitement de façon spécifique, soit l'antiviral tout seul, ou bien l'antibiotique tout seul, ou bien les deux. Et si c'est négatif, dans ce cas, on va poursuivre le traitement jusqu'à quatrième jour, refaire la PL et refaire la PCR pour confirmer ou infirmer une méningoencéphalite herpétique. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, pour le diagnostic différentiel. Donc, le diagnostic différentiel des trois syndromes, la méningite, la méningoencéphalite et l'encéphalite. Donc, ces trois sont tous des infections du système nerveux central. Donc, la méningite, c'est localisé au niveau des espaces arachnoïdiens, ça donne réaction méningée. Généralement, les patients n'ont pas de troubles de conscience, donc ils ont un syndrome méningé, à savoir les céphalées, les vomissements qui sont des témoins de la raideur de la nuque, de cette réaction méningée, parce que le fait de faire l'extension des genoux, ça va tirer sur les méninges au niveau du rachis et ça va aggraver la douleur, ce qui impose au patient de fléchir les genoux. Et le fait de fléchir le cou, ça va faire la même chose et ça va entraîner une flexion des genoux pour essayer de soulager un peu cette douleur.
Donc ça, c'est un tableau typique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. À chaque fois, on peut avoir des éléments qui sont en manque. Et bien sûr, c'est l'évolution et, le, et les signes cliniques, les autres signes cliniques qui peuvent orienter. Le deuxième syndrome, c'est l'encéphalite. L'encéphalite, c'est une atteinte du parenchyme cérébral. Et on sait bien que le parenchyme cérébral, donc l'état de conscience sur le plan physiopathologique, la conscience, elle est dépendante de ce qu'on appelle la substance réticulaire activatrice ascendante, dont les noyaux et siègent dans le tronc cérébral et dont les projections et siègent dans le cortex. Donc à chaque fois qu'on a une lésion qui touche de façon diffuse le cortex cérébral ou bien qui comprime le tronc cérébral, c'est-à-dire le noyau de la substance réticulée, ça entraîne un trouble de conscience. Donc, il y aura des lésions quand on a une méningoencéphalite, il y a une inflammation cérébrale diffuse avec des lésions étendues et ça donne des troubles de conscience, un type de trouble de comportement, de la confusion, de l'agitation et voire des crises épileptiques. Donc, un tableau qui est qui est plutôt grave. La méningoencéphalite, l'association avec la méningite, c'est quand on a sûrement un tableau d'encéphalite avec ces signes-là et une réaction méningée cliniquement par la raideur de la nuque et qu'on peut trouver dans l'examen clinique ou bien le prélèvement bactériologique de l'APL qui va montrer une réaction inflammatoire avec une protéinorachie qui est élevée notamment et une cellularité qui est augmentée. J'espère que j'ai bien répondu aux deux questions. Merci, professeur, pour votre réponse. Docteur Sylvain, je ne sais pas si vous avez eu la réponse que vous attendez. Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci. Professeur, nous avons Madame Stéphanie qui a posé une question dans le chat. Elle demande à quel intervalle se font les deux hémocultures et pourquoi deux hémocultures? Donc l'intervalle des deux hémocultures, donc ça doit être des hémocultures qui sont très rapprochées, généralement dans les 30 à 1 heure, 30 minutes à 1 heure. Et pourquoi deux hémocultures? C'est pour augmenter la chance d'obtenir des bactéries. Sachant, on a parlé, à chaque fois on soulignait l'importance d'un traitement le plus tôt possible, accéléré et rapide. Et donc, il faut, à tout prix des prélèvements bactériologiques. Les hémocultures ils vont nous aider principalement quand on n'a pas l'APL. Mais quand on a l'APL, les hémocultures, ça reste un examen qui est supplémentaire, mais qui n'est pas l'examen de choix dans ce contexte-là. Mais quand on n'a pas de PL, il faut faire le maximum pour avoir une orientation étiologique, à savoir l'imagerie et les prélèvements bactériologiques autres sites, comme les hémocultures, les prélèvements respiratoires, les prélèvements urinaires, etc. Ok. Merci, professeur, pour votre réponse. Madame Stéphanie, ok, je pense qu'elle a eu satisfaction. Monsieur Saleh Mahamad, bonjour, vous avez la parole. Merci de la parole. C'est Maman Saleh depuis le Tchad. Je remercie les professeurs pour la brillante présentation. Moi, ma question rejoint celui du docteur Sylvain qui a demandé par rapport au diagnostic différentiel. Je ne sais pas si les professeurs pourraient nous expliquer davantage les convulsions, ça entre également dans les syndromes encéphaliques ou bien également dans les méninges. Et puis, est-ce qu'ils pourraient nous différencier un peu en fonction des âges? Donc, est-ce que la méningoencéphalite survient à quel moment le plus souvent, à quel âge? Et l'encéphalite à quel âge et la méningite à quel âge? Merci beaucoup. Merci. Donc, toujours le problème de diagnostic différentiel. Donc, il faut imaginer cette infection, c'est un continuum. Donc, la méningite, c'est comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est une infection localisée au niveau des enveloppes méningées, mais qui peut se compliquer d'encéphalite. Donc, à chaque fois qu'on a
uniquement le syndrome méningé, isolé, sans trouble de comportement, sans crise épileptique, sans rien, c'est une méningite. C'est un syndrome méningé, c'est une méningite. Quand on a des signes qui touchent l'état de conscience, qui, avec présence d'une atteinte parenchymateuse, c'est-à-dire les crises épileptiques et les, euh, les troubles de comportement, les troubles de conscience, dans ce cas, ça devient une encéphalite, une méningo-encéphalite. L'encéphalite, par contre, donc il peut être isolé parfois, mais c'est très rare, c'est d'avoir une encéphalite avec atteinte des parenchymes, mais la réaction méningée peut être très médiocre, voire même négative. Et c'est le cas, par exemple, de toutes les réactions inflammatoires du parenchyme d'origine hématogène, comme les méningoencéphalites, plutôt les encéphalites immunitaires avec le développement de- d'anticorps dirigés contre le cerveau, et aussi dans les situations de méningoencéphalite peut être herpétique dans certaines situations. Pour l'âge de survenue, la méningoencéphalite, c'est une pathologie qui peut toucher tout âge confondu, tous les âges. Mais nous, on remarque le problème principal, on le voit chez l'enfant. Donc, chez les enfants, les nourrissons et les petits enfants. Donc, on a le parfois même juste ce qu'on appelle les convulsions fébriles qui viennent, donc les enfants qui viennent dans un tableau de convulsions fébriles qui ne sont ni méningites ni rien, qui peuvent cacher une méningite. Et ces malades-là, ils peuvent présenter des infections, à part le système nerveux central, des angines, à l'occasion de la fièvre, ils peuvent faire des crises épileptiques et ça peut errer le, le, le diagnostic vers une méningite avec demande de bilan d'exploration et supplémentaire. Donc la méningite, ça peut toucher tous les patients, tous les âges. Même chez les nouveau-nés, on a des méningoencéphalites et des méningites dans le cadre des infections, notamment maternelles-fœtales, essentiellement par les Escherichia coli et le Streptococcus pyogenes. Et chez les sujets âgés, on a aussi les méningoencéphalites, donc qui constituent une cause de trouble de conscience, de morbidité, mortalité qui est importante et qui sont malheureusement mal connues, avec développement de séquelles neurologiques graves et de dégradation cognitive très importante et qui sont mal traités et peuvent être en rapport avec une méningoencéphalite paraneoplasique à cet âge-là. Et chez l'enfant, et les jeunes, c'est l'ensemble, c'est le terrain le plus touché par les méningoencéphalites infectieuses dans le cadre de la vie en collectivité et des contacts humains avec le problème d'herpès et le problème de méningoencéphalite, méningocoque et pneumocoque, les bactéries. Est-ce que c'était Ok. clair? Merci, professeur, pour votre question. Je pense que Monsieur Mohamed a eu satisfaction. Nous allons à présent passer la parole au docteur Christian. Bonjour, docteur. J'espère que vous allez bien. Vous avez la parole. Donc, ok. Ok, bonjour, Docteur, ne vous recevons pas madame, et très bien. bonjour à tout le monde. Je remercie d'abord le professeur pour sa bonne présentation. Euh, j'ai une question à poser par rapport à la présentation. Ma question, c'était par rapport à la tuberculose neuroméningée dont le professeur a fait allusion. Par rapport au traitement chirurgical, le prof a dit c'est quand il y a l'hydrocéphalie, soit l'abcès. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a-t-il des préalables sur lesquels il faut tenir compte avant de procéder au traitement chirurgical en cas d'une tuberculose neuroméningée? Et puis la deuxième question, je voudrais un peu que le professeur m'explique. Souvent, lorsqu'on fait l'analyse des liquides céphalo-rachidiens, il y a parfois la prédominance
lymphocytaire et puis neutrophilique. Est-ce que la prédominance des deux types de cellules-là, on peut rencontrer les deux types de cellules à prédominance ou bien il y a une seule lignée qui prédomine? Merci. Merci. Donc, je commence par la deuxième question. Donc, l'analyse de LCR. Donc, quand on fait la PL, la cytologie, il va nous donner une idée sur le nombre de globules blancs. Donc, ce nombre de globules blancs, il va orienter vers un type d'infection, soit c'est une infection virale ou une infection bactérienne. Donc, l'infection bactérienne, il y a des infections bactériennes à prédominance polynucléaire neutrophile. Et quand on dit à prédominance, ça veut dire la formule qu'on a qui vient du laboratoire, c'est que le laboratoire vous dit par exemple, vous avez 250 globules blancs au total, dont 80% des PNN, des polynucléaires neutrophiles. Ça veut dire que si on prend 80% de 250, ça va être à peu près 170, 180 globules blancs qui est un polynucléaire neutrophile. Le reste, ça va rester des lymphocytes. Donc c'est un mélange entre des lymphocytes et des PNN. Plus les PNN ils s'approchent de 90, voire 100, donc ça veut dire que c'est une infection purement polynucléaire neutrophile et ça témoigne de caractère. Donc plus les PNN sont plus importants que les lymphocytes, on va dire prédominance PNN. Quand les lymphocytes elles dépassent les PNN, on va dire à prédominance lymphocytaire. Par exemple, si le 250 qu'on a contient 80% de lymphocytes, ça veut dire que c'est une prédominance lymphocytaire. Il y a une troisième formule qui est la formule mixte qu'on appelle panachée. La formule panachée qu'on voit dans la listériose. Et dans ce cas, on peut avoir 50-50. 50 lymphocytes, 50% PNN. Et dans ce cas, on va dire que c'est une formule panachée qui va orienter vers plus vers la listériose. Ça, en concernant la formule des globules blancs dans le SR. Il y a aussi l'autre problème, c'est toujours dans le SCR, le nombre de globules blancs, il peut orienter vers une origine bactérienne ou virale. On sait bien que l'infection bactérienne, c'est une infection très inflammatoire avec beaucoup de cellules qui dépassent parfois les 1000 globules blancs. Par contre, l'infection virale, c'est une cellularité qui est plus ou moins importante et que ça peut toucher ça peut généralement dépasse jamais 1000 éléments blancs. La deuxième question, c'est concernant la tuberculose neuroméningée. Donc, les complications de la tuberculose neuroméningée, donc l'indication chirurgicale, c'est quand on veut traiter une hypertension intracrânienne. Bien sûr, le traitement chirurgical au niveau neurochirurgical, c'est toujours l'objectif, c'est d'améliorer la perfusion cérébrale et d'améliorer la pression intracrânienne. Quand on a une méningoencéphalie, quand on a une hydrocéphalie, bien sûr, les conditions à prendre au début, toujours, il faut le traitement antibacillaire doit être toujours débuté et pas obligatoirement. Parfois, on ramène des patients en urgence dans un tableau d'HTC sévère avec hydrocéphalie importante et ce n'est qu'après le drainage de LCR avec la DVE et le prélèvement fait opératoire qu'on pourra confirmer la tuberculose après le prélèvement. Et le drainage, bien sûr, des abcès pour essayer de décomprimer, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans les photos, sur les photos de la méningoencéphalite herpétique et puis de la tuberculose. Vous voyez que ce patient-là, je ne sais pas si c'est visible, ici, ce patient-là, avec cet abcès énorme, il est en engagement cérébral avec des signes d'un œdème important. Et ce patient-là, si l'abcès n'est pas drainé en urgence, ce serait le décès. En dehors de tout traitement antibacillaire. Avec ou sans traitement antibacillaire, ce patient ne pourra pas survivre sans traitement chirurgical. Dans ce cas, ce patient-là, ça va être un volet un peu large avec drainage de l'abcès et peut-être mettre en place une DVE pour drainer l'hydrocéphalie. C'est bon? Je pense que c'est bon, professeur. Docteur, vous avez eu la satisfaction, docteur Christian?
Oui, c'est limpide. Je rappelle que je suis dans la province de Maïndombe, à Kwamut. Merci. En République D'accord, démocratique du Congo. d'accord. Merci, docteur. Professeur, nous avons quelques interventions dans le chat. La première vient du docteur Généraux qui demande l'image spécifique de l'encéphalite au scanner. L'image spécifique, quelle image spécifique au scanner? Oui. Pour la méningoencéphalite, pour la Non, de méningoencéphalite, l'encéphalite. encéphalite. Pour l'encéphalite, le scanner il peut être normal, malheureusement. Il peut être normal. Donc l'examen de référence dans le cas d'une encéphalite, c'est plutôt l'IRM cérébral, c'est plus que le scanner. Le scanner, il peut être parfois normal. Il peut montrer un œdème lésionnel. Donc, par exemple, dans l'encéphalite herpétique, on peut avoir des lésions, un œdème localisé notamment dans la région temporale, avec un effet de masse, par exemple, qui comprime un ventricule, qui comprime le tronc cérébral d'un côté. Ou bien on peut avoir des signes d'encéphalite en rapport avec une lésion spécifique, des tuberculomes, de l'hydroncéphalie. Tout ça, on peut le voir dans le scanner. Mais généralement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'IRM, ça reste l'examen de choix, de référence dans ce contexte-là. Ok, merci professeur pour cet éclaircissement. Nous avons autre intervention du docteur Bruno Passili. Il voudrait savoir si l'on peut évoquer directement une méningo-encéphalite à l'admission d'un patient. C'est sa première préoccupation. Et la seconde est la différence qu'il y a entre l'étude du LCS, d'une méningite et d'une méningo-encéphalite. Je pense que c'est LCR. D'une C'est la même méningite et chose. d'une méningo-encéphalite. LCS ou LCR, c'est la même chose. LCS, c'est liquide cérébrospinal. Ok, LCR, c'est liquide cérébro-rachidien. Donc, d'accord, professeur. donc la Professeur, nous ne vous entendons plus. fonction cérébrale, à chaque fois que vous avez un patient qui a un trouble de conscience, agitation, trouble de comportement qui dépasse les 24 heures, dans un contexte de fièvre, avec un contexte d'épilepsie ou de crise épileptique non connue, non expliquée, ou bien un syndrome un déficit focal ou des images radiologiques ou EEG et récentes, on peut évoquer la méningoencéphalite. Donc c'est d'emblée à l'admission du patient, tout trouble neurologique. Bien sûr, dans ce contexte de trouble de conscience, ce n'est pas uniquement la méningoencéphalite, on ne va pas évoquer un seul diagnostic, il faut évoquer plusieurs diagnostics. Le patient peut faire une intoxication qui peut donner un tableau de méningoencéphalite. Et dans ce cas, la démarche diagnostique doit être globale, donc doit être démarche thérapeutique, bien sûr, pour stabiliser le patient et éviter qu'il se complique. Et la démarche diagnostique comportera dans ce cas une imagerie cérébrale, une PL, des prélèvements toxicologiques, des bilans biologiques, de biochimie, etc. Avec, bien sûr, dans certaines situations, de faire un électroencéphalogramme à la recherche de, de, de signes spécifiques de certaines pathologies. Donc la méningoencéphalite, on peut l'évoquer, mais pas uniquement le seul diagnostic dans ce contexte. Ça doit faire partie d'un ensemble de diagnostics. Et bien sûr, c'est les examens qui vont suivre qui vont nous orienter vers le diagnostic. Parce on a vu pas mal de patients qui sont venus pour un état de mal épileptique dans un contexte de fièvre. Il s'avère que c'est plutôt des patients qui sont intoxiqués, par exemple, des intoxications aux, euh, aux amphétamines. Ils donnent un tableau d'état de mal épileptique avec une fièvre. Donc les amphétamines, ça peut donner ça. Et bien sûr, donc ça doit rester dans un cadre d'argument et de raisonnement clinique bien précis pour ne pas rater un diagnostic. Pour
la deuxième question, pour la différence entre de l'étude de SCS entre la méningite et une méningoencéphalite. Donc, la méningoencéphalite, c'est une association de méningite avec encéphalite. Donc, s'il y a une réaction, inflammation méningée, elle va se manifester par les signes cliniques dont on a parlé tout à l'heure, les céphalées et tout ça, avec au prélèvement des signes inflammatoires, protéinorachie positive et des globules blancs qui sont positifs. L'encéphalite, c'est une atteinte de parenchyme. S'il n'y a pas de réaction méningée associée, la PL peut être normale. Elle peut être négative, comme le cas de l'herpès. Et l'association de la méningoencéphalite, ça va donner un tableau d'encéphalite avec une PL positive, avec des signes inflammatoires positifs, notamment la protéinorachie et la cytologie. Est-ce que c'est clair? Je pense que le docteur Vassili a eu sa réponse. Docteur Génorosa, pouvez-vous prendre la parole et répondre à la dernière préoccupation du docteur Vassili? Ok, je vois. Parce que c'était... En fait, docteur Vassili demandait s'il pouvait avoir une altération de la conscience dans la méningite. Et docteur... Oui, oui. Oui, professeur. L'altération de la conscience dans la méningite, elle est possible, mais ça reste une complication de la méningite. En cas d'une altération d'état de conscience, parmi les choses qu'il faut surveiller chez un patient qui a une méningite, c'est-à-dire un patient qui est conscient, qui a un syndrome méningé, fébrile, l'altération d'état de conscience, la survenue d'altération d'état de conscience doit faire évoquer une complication, soit le passage en encéphalite, soit une complication, soit le passage en encéphalite, la complication en encéphalite, soit la présence d'une complication comme les abcès cérébrales, les MPM, les thromboses veineuses et l'infarctus cérébral. Donc, ce sont principalement les complications qu'on peut avoir et qui peuvent altérer l'état de conscience chez ces malades-là. Bien sûr, il ne faut pas oublier, il n'y a pas uniquement que les complications locales, il y a également les complications générales. On peut un patient qui a une méningite, qui n'est pas bien réhydraté ou qui n'est pas bien perfusé, il peut faire des troubles ioniques qui peuvent aggraver l'état neurologique. Et donc, l'altération de conscience doit être doit faire partie d'un raisonnement clinique. Pourquoi au moindre doute, il faut faire une imagerie pour confirmer est-ce qu'il n'y a pas de complications. Sinon, il faut chercher dans le cadre du bilan, parce que les malades qui ont des méningites, ils doivent obligatoirement avoir des bilans de contrôle, répétition, etc. pour ne pas avoir de complications autres que le problème neurologique. Ok, d'accord, professeur. Je vous réitère encore une fois mes sincères remerciements pour ce remarquable partage de connaissances et pour les éclaircissements précieux que vous nous avez apportés tout au long de ce webinaire. Merci. Je rappelle très brièvement la procédure d'obtention de l'attestation. Pour obtenir votre attestation du webinaire de ce jour, il vous suffira de vous connecter à la plateforme Rema Learning. Learning comme apprentissage en anglais. Ensuite, vous insérez la thématique du jour qui est méningoencéphalite dans la barre de recherche et répondre à un questionnaire qui vous sera demandé, auquel vous réussirez si vous obtenez une note globale de plus de 60% de bonnes réponses. Vous serez ainsi en mesure de télécharger votre attestation suite au remplissage des conditions qui vous seront posées. J'en profite pour vous rappeler que nous sommes joignables par WhatsApp sur le plus 229 01 96 50 81 30. Selon vous, professeur, quel est l'essentiel à garder en mémoire? Comment? Quel est l'essentiel à garder en mémoire suite à votre présentation? Les points clés. Donc, les points clés qu'il faut garder en mémoire, c'est que les méningoencéphalites, ça reste une urgence. Et quand on dit une urgence, ce n'est pas une urgence différée, c'est une urgence immédiate. Il faut la prendre au sérieux et c'est une question de temps. Parce que ce qui va être lésé, c'est le cerveau. Et on sait bien que le cerveau, ce n'est pas un tissu qui est renouvelable régulièrement.
Et donc, il faut protéger ce cerveau-là pour ne pas avoir des lésions, des séquelles neurologiques. Les séquelles neurologiques, ils peuvent être dues à l'infection elle-même, par les lésions qu'il induit, ou bien aux conséquences de ces infections si la prise en charge n'est pas bien faite. Et donc, bien sûr, autour de tout ça, de la prise en charge de l'infection elle-même, il y a la réanimation, la neuroréanimation, qui va permettre de maintenir ce cerveau bien perfusé, bien oxygéné, avec en assurant toutes les conditions au bon fonctionnement cellulaire, même dans un contexte d'agression sévère, et même dans un contexte de, de souffrance cellulaire. Et dans ce cas, pour faire vite, il faut faire vite bien sûr, il faut vite essayer de diagnostiquer. Et quand on n'arrive pas, on n'a pas la possibilité de diagnostiquer et on suspecte une méningite, comme le cas par exemple de purpurafilminence, il faut démarrer un traitement antibiotique d'emblée, le temps de stabiliser, d'avoir la possibilité de faire des prélèvements. Donc il faut faire rapidement les choses pour essayer d'éviter les conséquences qui peuvent être fatales. Parfois, malheureusement, vous allez le comprendre tous, parfois quand on récupère un patient de façon retardée, avec des séquelles neurologiques très catastrophiques, ce n'est pas un bon résultat. Peut-être le décès serait plus bon qu'un résultat comme ça, en regardant la souffrance d'un patient qui ne peut pas parler, qu'on appelle en situation végétative. C'est très compliqué de le comprendre. Donc le fait de rapidement gérer, de rapidement raisonner et d'avoir des choses, un raisonnement qui est bien structuré au niveau cérébral permettra d'éviter ces résultats-là et permettra de récupérer des patients. Bien sûr qu'il y a sûrement des petits séquelles qu'on ne pourra pas reconnaître immédiatement, peut-être après, euh, dans le cadre de la vie scolaire, mais au moins on pourra récupérer un patient qui est autonome, qui pourra marcher, qui pourra parler, qui pourra communiquer avec l'entourage et pas uniquement un patient en forme végétative. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est le degré d'urgence. Le raisonnement, c'est la PL, si c'est possible. Sinon, traiter, même si on n'a pas de PL, l'imagerie, c'est important. La PCR, c'est aussi un élément qui est important. J'espère qu'on aura tous la PCR dans nos pays africains pour améliorer aussi la certitude diagnostique. Et bien sûr, l'antibiothérapie doit être démarrée le plus tôt possible. Et on dit dans les méningites, l'antibiothérapie doit passer dans l'heure après l'admission à l'hôpital, pas après, pas, pas de façon retardée, avec bien sûr une neuroréanimation bien conduite et des conditions de prise en charge optimales. Et bien sûr, après, ça reste les autres spécialités qui peuvent suivre, la rééducation, la réadaptation physique et la nutrition, tout ce que vous voulez comme spécialité qui peut améliorer le pronostic de ces malades. Ok, d'accord, professeur. Merci infiniment pour la richesse de vos apports et de votre disponibilité. Merci également à vous, chers collègues, pour votre présence, vos questions et votre participation active. Nous aurons le plaisir de nous retrouver le samedi prochain, le 18 octobre 2026, pour un webinaire consacré à un thème tout aussi essentiel, la reconstruction mammaire après le cancer du sein. En attendant, prenons soin de nous et souvenons-nous que nous pouvons tout perdre sauf nous-mêmes. Hâte de vous retrouver très bientôt. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Merci. Merci. Et bonne journée à tout le monde. Merci à vous de même. Merci. Ok, merci beaucoup.